Merci Mélanie, si tu peux passer les diapos. Donc, cette grille sur le circuit du médicament, elle est le fruit d'un groupe de travail pluridisciplinaire et interrégional avec deux objectifs principaux. Le premier, c'était de prévenir les erreurs médicamenteuses évitables et puis aussi de se préparer à la certification, donc avec l'élaboration d'une grille dédiée spécifique du bloc opératoire. Diapo suivante. Alors, pourquoi une grille spécifique? Parce que le bloc, c'est un endroit à part dans l'établissement avec une concentration d'actes et de médicaments à risque. Vous le voyez avec diverses pathologies, des profils patients qui sont très hétérogènes, avec des étapes multiples et puis même des zones géographiques différentes, ce qui justifiait d'avoir un outil dédié. Enfin, on a fait le constat de la multiplicité des équipes, des intervenants, chacun avec son rôle propre. Et enfin, un des problèmes ou une des difficultés, c'est l'accès au système d'information. Vas-y, tu peux y aller. Alors, notre champ d'application, le choix du groupe de travail, ça a été de cibler sur un patient admis pour une chirurgie programmée et avec un environnement qui se positionne sur le bloc opératoire, les plateaux techniques et la SSPI, avec bien sûr la possibilité d'utiliser la grille sur des secteurs plus larges comme l'endoscopie ou l'obstétrique. Bien sûr, il y a une nécessité à ce moment-là d'adapter quelques critères d'évaluation. Diapo suivante. Alors, on a établi une première grille dans l'histoire sur 161 critères. Et pour alléger la grille, ce qui était la demande des collègues, on a retiré 48 prérequis qui vous seront bien sûr accessibles pour l'alléger, prérequis qui concernent des éléments qui étaient acquis. Mélanie y reviendra tout à l'heure. On a étudié 3 champs. Ah, tu vas un peu vite pour moi. 3 champs, la politique du management, la politique de la sécurisation du circuit du médicament et également l'implication patient qui font l'objet d'onglets spécifiques. Diapo suivante. Donc, c'est une approche par comparaison. On a travaillé à partir d'un référentiel. Ce référentiel, il est issu d'une bibliographie de la littérature. 2 outils principaux, le manuel de certification pour lequel on vous a rappelé les critères figurant dans le manuel, et puis des préconisations de la société savante. On parle bien de préconisations, hein, puisque ça nous a été rappelé. Ce n'est pas des éléments réglementaires, ce ne sont pas des éléments réglementaires, ce ne sont pas des éléments validés par la Haute Autorité de Santé, mais par la société savante, en particulier le manuel de 2016, édité par la SFAR en collaboration avec la SFPC. On remercie Rémi Collomb, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais pour sa contribution à nos travaux. Et puis, pour la mise en œuvre, un binôme de professionnels formés à l'audit croisé, c'est comme ça que l'on l'a construit, avec surtout une approche bienveillante et pragmatique. Donc, qui se différencie de l'inspection. Hein, donc, c'est un outil qui vous appartient, c'est votre propre auto-évaluation. On n'est pas dans des standards d'évaluation à partir de critères d'inspection. L'intérêt, c'est de susciter le dialogue, de comparer les pratiques des professionnels entre eux, d'identifier les points forts, les axes d'amélioration pour aboutir à un programme d'action. Diapo suivante. Donc, l'outil, il est accessible sur nos 2 régions, Omedit Bretagne et Omedit Normandie. On vous rappelle que vous avez aussi des Omedit dans les autres régions qui ont pu développer des outils spécifiques ou pour lesquels l'outil sera disponible et accessible avec chacun sa propre politique régionale. Diapo suivante. Donc, on va commencer sur la grille. Si tu peux me mettre la grille, Mélanie. Elle y est. Tu ne l'as pas en ligne? Tu la vois pas? Non, là, je ne l'ai pas. Il faut que tu… J'arrête le partage, je reprends. Ça n'a pas marché. Super, ça marche. Ah non. Ah bon? Ah non, c'était sur mon écran. À toi. Parfait. Bon. Donc, sur cette grille, elle est présentée avec différents onglets. On ne voit pas les onglets, si tu peux le mettre. Voilà. Il y a un onglet… Pardon? Vas-y, vas-y. C'était à toi? Oui, c'est pas grave. Vas-y, je te laisse. Vas-y présenter la grille.
À toi. Bon, alors bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'introduction. Donc, Mélanie Chacou, je suis à l'Omedit depuis mai 2013. Je vous propose de découvrir cet outil donc sur l'évaluation du circuit du médicament pour un patient opéré au bloc opératoire. Comme le disait Gilles, c'est un outil qui se présente sous la forme d'un fichier Excel avec 8 onglets. Dans le premier onglet, vous allez retrouver le numéro de version et la date, puisque comme on vous l'a dit, c'est basé sur des référentiels pris à un instant T, donc les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2021 et les recommandations de la SFAR de 2016. Ils peuvent parfaitement être amenés à évoluer et donc entraîner une mise à jour de l'outil. Cet outil s'adresse aux acteurs qui sont engagés dans la procédure de certification, qui sont engagés dans la pratique dans la prise en charge d'un patient au bloc opératoire, et ils sont destinés aussi aux professionnels de la pharmacie. Ce sont des outils qui sont destinés à être utilisés dans une démarche pluridisciplinaire de préférence. Dans le Lisez-moi, on reprend ce qui a été présenté en introduction, donc cette volonté d'avoir une démarche d'amélioration du circuit de prise en charge médicamenteuse d'un patient opéré au bloc opératoire. On rappelle les différentes consignes d'utilisation des 8 onglets qui vous êtes présentés tour à tour. Donc, l'onglet information générale, prérequis, grille d'auto-évaluation, grille d'évaluation croisée, entretien patient, résultats et plan d'action. Vous y trouvez également un glossaire et une définition des abréviations qui sont utilisées pour toute personne qui serait naïve de la prise en charge de médicamenteuse au bloc, ainsi que la composition du groupe de travail. Alors, on remercie l'ensemble des professionnels qui y ont participé. Comme on vous le disait, une cinquantaine de participants. On a essayé d'avoir des établissements de toute taille, tout type de structure, privée, publique, et puis un représentant des usagers, un représentant de la SFPC, de la SFAR et de la DIF. Et enfin, vous avez la bibliographie, donc l'ensemble des textes qui ont servi de référence. Dans les informations générales, vous allez retrouver une sorte d'outil synthétique qui permet de savoir à quelle période a été utilisée la grille, si jamais vous voulez pouvoir refaire un audit à un instant T+1, de sorte à pouvoir comparer les résultats. Cette grille qui est utilisée soit partiellement, soit complètement, c'est-à-dire que mes collègues vont vous le dire, mais vous avez une partie auto-évaluation qui peut être utilisée en interne et une grille évaluation croisée qui peut être utilisée en interne entre plusieurs blocs ou entre les établissements. Donc, ça vous permet de suivre un petit peu à quelle période ont été saisis les résultats et surtout d'avoir des informations sur l'activité chirurgicale et les locaux disponibles. Dans l'onglet prérequis, on a une 48 éléments d'évaluation qui sont répartis en 13 items et qui sont des éléments qui ont été jugés par le groupe de travail comme étant déjà acquis, qui concernent des critères soit qui sont communs à l'ensemble de l'établissement, donc pas spécifiques du bloc opératoire, soit qui concernent le bloc opératoire mais qui sont plus en lien avec l'évaluation de la checklist, qui n'est pas l'objet de cet outil, soit avec des éléments qui sont déjà acquis, notamment pour répondre à l'une des questions qui a été posée par l'un des Mélanie, est-ce que tu participants peux un petit peu aujourd'hui. zoomer, s'il te plaît? Il y a Ah, un de pas nos de collègues qui nous dit qu'il ne souci. voit pas très bien. Excusez-moi. Voilà. Pour la préparation des médicaments au bloc opératoire, qui rappelle que la préparation se fait de façon extemporanée. Je passe la parole à Céline pour la partie grille d'auto-évaluation. Céline? Oui, désolée, je n'avais pas activé mon micro. Donc, pour alléger le maximum la grille d'évaluation croisée, certains critères seront directement évalués par l'établissement en auto-évaluation. Alors, sur cette auto-évaluation, cela concerne la politique de sécurisation du médicament au bloc opératoire. Sur les premiers critères, on est sur le volet organisationnel. Donc, vous verrez en interne si vous avez bien les sources actualisées, validées. Donc, vous regarderez toutes les ressources informatiques accessibles, l'accès à la base de données sur des médicaments agréés par la HAS, toutes les procédures ressources documentaires, les règles générales d'approvisionnement, de gestion, de conservation, les modalités de permanence pharmaceutique, les protocoles, tous les documents validés, vos protocoles de préparation des médicaments. Ensuite, vous allez regarder l'organisation qui est mise en place pour recenser la méthode de déclaration des événements indésirables graves, votre procédure. Ensuite, on passe sur ce qui concerne la gestion des risques, la checklist HAS. Donc là, pour alléger, on a repris en fait tout ce qui est parcours traceur, critères impératifs de la HAS. Donc, vous allez revoir si votre checklist est bien adaptée, si vous avez des évaluations périodiques de cette mise en œuvre de la checklist, les rapports, les suivis d'indicateurs, le rapport de conseil de bloc où sont mentionnées les évaluations périodiques, comment sont réalisées les communications de ces résultats.
Est-ce qu'elle est bien exhaustive à chaque étape et est-ce qu'elle est bien réalisée en présence des personnes concernées? Sur l'identification du patient, vous regarderez s'il y a bien un dispositif d'identification. Sur tout ce qui concerne les erreurs médicamenteuses, vous regarderez, le protocole de gestion des médicaments à risque, l'identification qui doit en être facilitée. Donc, savoir si l'équipe, en a réellement connaissance, tous les professionnels sont-ils bien formés, incités au signalement de ces erreurs? Est-ce qu'il y a une charte d'incitation, la fiche de déclaration, les modalités d'utilisation de cette fiche, est-elle bien connue de vos professionnels? Ensuite, est-ce que ces événements indésirables associés aux soins sont déclarés, partagés? Donc est-ce que l'équipe analyse régulièrement ces événements? Est-ce que les analyses s'appuient sur une méthode, d'analyse systématique des causes comme alarme? Est-ce que vous mettez systématiquement en œuvre des actions d'amélioration? Est-ce que vous avez bien un plan d'action, et de suivi, en fait, en lien avec ces EIAS? Est-ce que, vos équipes déclarent et partagent les événements indésirables? Est-ce qu'il y a des synthèses des travaux, des réunions, des lettres d'information qui permettent une bonne communication? Pareil pour les indicateurs qualité, sécurité des soins. Est-ce qu'il y a bien une analyse et une mise en œuvre, des actions? Ensuite, il y a tout le volet formation des professionnels. Est-ce que pour les nouveaux arrivants, vous avez une information de sensibilisation? Quelle est cette modalité d'intégration? Les programmes, les supports, où peuvent-ils être trouvés? Est-ce qu'il y a une évaluation, des acquis, des connaissances? Les professionnels concernés, est-ce qu'ils sont sensibilisés et formés aux risques spécifiques sur les médicaments à risque? On va y revenir après avec Fabienne et Frédéric. Les informations sur les nouveaux produits, les nouveaux médicaments, les nouveaux matériels. Est-ce que vous avez un protocole d'utilisation des nouveaux matériels, médicaments, procédures? Est-ce que tout ça s'est mis à disposition? La sensibilisation ou la formation aux interruptions de tâches, pareil, ce sera à auto-évaluer. Ensuite, vous avez tout ce qui est lié au système d'information. Est-ce que le circuit est informatisé de la prescription jusqu'à l'administration? Est-ce que les logiciels sont interfacés entre le bloc, la SSPI, les services pour réellement permettre la continuité de la prise en charge? Enfin, les systèmes d'alerte et de rappel dans le système d'information, est-ce qu'il est effectif? Est-ce qu'il y a des tâches programmées voilà, qui sont gérées? Sur la mise en œuvre de la politique de management de la prise en charge médicamenteuse, est-ce que les professionnels ont connaissance des différents documents, procédures et est-ce qu'ils savent y accéder? Le bilan de sortie ou de transfert, est-ce qu'il y a bien une lettre de liaison qui est remise au patient avec les explications? Est-ce que c'est inséré dans le dossier médical? Le bilan thérapeutique, est-ce qu'il est associé, enfin, est-ce qu'il est mis dans le dossier du patient? Et au niveau, enfin, des critères liés à la pharmacie, est-ce que la politique de référencement et d'achat évite au maximum la coexistence de similitudes de forme, de couleur, de dénomination entre médicaments à risque? Est-ce qu'il y a une organisation sur la gestion et prise en compte des alertes sanitaires? Le pharmacien ou un préparateur est-il identifié comme référent du bloc, de chaque bloc? Est-ce que l'établissement a identifié des secteurs, des situations et des profils de patients pour lesquels il a été nécessaire de développer une conciliation des traitements médicamenteux? Est-ce que cette conciliation est mise en œuvre pour les situations les plus à risque? Est-ce qu'il y a une analyse pharmaceutique qui est déployée? Est-ce qu'un avis pharmaceutique peut être demandé à tout moment? Les modalités de commande, les bases documentaires, est-ce qu'elles sont disponibles sur les modalités de conservation, par exemple, des médicaments thermosensibles? Et puis, est-ce qu'il y a une transmission à la pharmacie des prescriptions établies en consultation préopératoire? Alors, le chapitre suivant concerne l'onglet Baisse suivant. ton micro, Gilles. Tu l'as mis sur ton front. Ah oui, ça marche moins bien. La grille d'auto-évaluation croisée. Donc, cette grille d'auto-évaluation croisée, elle prend en compte le lieu de l'évaluation. On regardera ce qui est du domaine de la salle d'opération et ce qui est en dehors. La conduite à tenir préconisée, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'entretien avec les professionnels, et vous verrez qu'à ce moment-là, on a mis forcément des questions ouvertes, ou s'agit-il d'observation? Donc, ça sera rempli à ce moment-là par l'auditeur. On vous a renseigné la source, en particulier quand il s'agit d'une source liée au manuel de certification, et puis l'interlocuteur privilégié pour voir avec quel professionnel il faut travailler ou avoir un entretien. Plusieurs chapitres, ça commence par la consultation pré-anesthésique. On observera les traitements habituels du patient, son recueil, les ajustements, savoir qui prescrit, l'information du patient, l'accès au compte-rendu. Ensuite, vous avez une deuxième étape après la consultation pré-anesthésique qui concerne la visite pré-anesthésique. On vérifiera en particulier l'arrêt des traitements. Puis, un chapitre relatif à la salle d'intervention.
On s'assurera de l'accès à l'information sur les prescriptions, les médicaments disponibles, le livret thérapeutique, les informations tracées, comme les prescriptions dentalgiques, les médicaments dérivés du sang. Étape suivante concerne l'installation du patient. Là encore, on s'assurera de l'accès à l'information, le compte rendu de la consultation, les informations venant du service d'hospitalisation. On aura un chapitre dédié à la préparation des médicaments au bloc opératoire, en particulier les conditions de préparation, à savoir si on a une zone dédiée, s'il y a une absence d'interruption de tâches, donc des éléments qui étaient dans la grille mais que l'on observera cette fois-ci. Tout un chapitre dédié à la préparation des plateaux, on y reviendra tout à l'heure, à la préparation des seringues, à l'étiquetage des préparations, en particulier la conformité à la norme ISO, l'identification des voies, des seringues. Ensuite, on travaillera sur la traçabilité de l'administration, sur l'antibioprophylaxie. Je ne vais pas vous détailler chaque onglet parce que sinon, ça serait trop long. On continue dans une démarche processus sur la SSPI avec tout un chapitre dédié aux modalités d'évaluation de la douleur. On s'arrêtera sur les problématiques de stockage, d'identification des médicaments à risque, sur les règles de stockage, sur la gestion des stupéfiants. Ce sont des items qui, au départ, qu'on avait considérés comme prérequis, mais les collègues nous ont souvent signalé c'était une vraie problématique que la gestion des stupes au bloc, et donc on l'a réintégré dans l'auto-évaluation. Enfin, on vérifiera la déclaration des événements indésirables et on finira par quelques éléments sur le bilan de sortie et la gestion des traitements de sortie, traitement habituel du patient. Voilà, j'ai essayé d'être assez synthétique sur ce chapitre pour qu'on puisse aussi avancer sur les échanges avec les retours d'expérience. À toi, Céline, pour l'entretien patient. Ouais, merci Gilles. Donc, de manière synthétique, vous allez retrouver en fait la grille du patient traceur, hein. Donc, est-ce qu'il a été informé associé à sa prise en charge? Est-ce qu'il a eu des traitements dans sa chambre? Est-ce qu'il en a informé les équipes? Est-ce qu'il a été informé sur les modalités de prise de ces traitements? Est-ce que on lui a demandé d'apporter ses ordonnances de traitement habituels? Est-ce qu'il a, lors de sa consultation d'anesthésie, est-ce qu'on lui a demandé l'ensemble de ses traitements qu'il prenait? Est-ce qu'on lui a posé des questions sur ses allergies? Est-ce qu'il gère seul ses traitements? Est-ce qu'on a évalué, soulagé sa douleur? Est-ce qu'il a compris toutes les informations qui lui ont été transmises? Et en vue de sa sortie, est-ce qu'il a été informé des éventuelles modifications, des nouveaux traitements éventuellement prescrits, des consignes de suivi, etc., les documents d'information qui lui ont été remis à sa sortie? Les modalités de signalement de tout effet indésirable, est-ce qu'il en a connaissance? S'il est s'il a une PCA, est-ce qu'il a eu des informations, un livret, des fiches explicatives? S'il est sous anticoagulant, antiagrégant, pareil, est-ce qu'il a eu les informations, notamment sur les relais éventuels, forme injectable et forme orale? Et puis, pareil, s'il est traité par opiacé, est-ce qu'il a eu les conduites à tenir en cas d'effet secondaire, la durée de son traitement? Alors vient ensuite l'onglet résultats, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les données sont saisies, elles apparaissent automatiquement dans l'onglet résultats. Elles viennent alimenter également le plan d'action. Dans l'onglet résultats, même principe que pour Interdiac, vous avez un système de radar qui vous permet de juger le taux de conformité par rapport aux éléments d'évaluation qui vous sont proposés, ainsi que des scores par item, donc les critères étant regroupés entre eux. Et ensuite, le plan d'action pour lequel vous allez retrouver les données saisies. Si jamais il y a une incomplétude au niveau des données qui sont renseignées, vous aurez une couleur qui apparaîtra, qui vous permettra d'avoir une idée en fait du taux de remplissage de la grille. Et ensuite, vous allez retrouver les commentaires de l'auditeur, de sorte que les professionnels qui vont récupérer la grille puissent mieux saisir en fait les données qui ont été saisies, les interpréter et proposer des actions qui soient cohérentes au regard de ce qui aura été relevé. Je vais revenir sur la présentation et je vais donner la main à, à Céline pour vous parler de la mise en place de l'audit croisé. Alors, uniquement pour les établissements bretons et normands. On vous propose un accompagnement en audit croisé, c'est-à-dire qu'on souhaite qu'il y ait un groupe de plusieurs établissements sur le même thème avec un même référentiel et une même méthode puissent auditer les uns les autres. Donc ça apporte un regard extérieur, objectif. L'établissement demandeur est audité par un binôme d'auditeurs issus d'un ou de deux établissements. Donc on a des regards croisés. Et puis donc on voit que c'est une aide à la préparation d'analyse du processus qui est demandée dans le cadre de la procédure de certification. On est vraiment dans une démarche continue d'amélioration de la qualité, hein. Donc les entretiens croisés vont se baser sur une observation lue, vue, entendue,
mais vous n'allez pas du tout être en mode inspection et vous n'allez pas vérifier l'ensemble des éléments de preuve. Il y a une relation de confiance qui doit s'instaurer entre l'établissement audité et les auditeurs. Tous ces résultats ne préjugent en rien des résultats de la visite de certification, des éventuels caquets que vous auriez ou des éventuelles inspections. Vas-y Mélanie, sur la slide suivante. Donc, sur le calendrier que l'on vous propose, c'est qu'à la suite de ce webinaire, les Bretons et les Normands puissent déposer leur candidature sur un lien qu'on va vous fournir, qui sera déjà disponible sur nos 2 sites internet. Donc, on reçoit tous les candidats pour ceux qui souhaitent être audités. Donc, le principe, c'est un audit reçu, un audit donné. Donc, on a un référent par établissement audité et donc un binôme qui se constitue au sein de cet établissement qui se mettra à disposition d'un autre établissement qu'ils iront auditer. Donc, au-delà de ce formulaire de préinscription, à partir du mois de septembre, on va former ces auditeurs à la méthode d'audit croisé, tous ces binômes. On va vous approprier la méthode, la grille, si vous ne la saisissez pas encore complètement. On va vous donner accès à des modules d'e-learning et puis on vous fera un webinaire spécifique pour répondre à toutes vos questions. Sur septembre-octobre, on vous met en contact avec vos audités, les auditeurs avec les audités, et donc vous réalisez vos audits sur la période d'octobre à décembre 2022. Nos 2 Omédit et puis Calva pour la structure régionale d'appui à la qualité sur la Normandie, on vous fera un retour d'expérience en interrégion. Donc, tous les établissements audités auront un rapport automatisé qui correspond à la grille que Gilles, Mélanie et moi-même venons de vous présenter. Vous aurez directement un plan d'action qui vous sera proposé et qui sera alimenté par chaque établissement audité. Et lors de la restitution interrégionale, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait un véritable partage d'expérience comme aujourd'hui sur des actions remarquables et pour identifier les axes d'amélioration régionaux éventuels. Donc, en tant qu'auditeur, vous allez avoir accès à un module d'e-learning avec des petites vidéos pour reconnaître un peu le contexte de l'audit croisé, les grands principes, comment être auditeur, la méthode de traceur ciblé, se préparer à l'audit, se familiariser avec la grille, comment réaliser une journée d'audit, la posture d'un auditeur et puis comment mener un entretien. Tout ça, on le fait en partenariat avec Calva. Quand vous allez être auditeur ou audité, vous allez avoir le même kit qui va vous être remis, avec le protocole, qui détaille tout le déroulé, la grille, le programme type de la journée, la trame de présentation de restitution à chaud si vous le souhaitez, la checklist en tant qu'audité, la fiche pratique de l'auditeur, la charte de l'auditeur. Pour le patient, vous aurez la notice d'information et le formulaire de consentement et une feuille d'émargement. Pareil, pour les mises en situation webinaire, on vous exposera le déroulé type d'une journée d'audit. Et puis, vous simulerez une réunion d'ouverture, d'entretien sur certains critères, et puis une réunion de restitution et de clôture. Gilles, je te repasse la parole. Oui, on va passer aux questions et aux entretiens que on a pu avoir avec certains de nos collègues qui ont contribué à l'expérimentation. On va commencer par Bruno Ralec et puis je vous propose ensuite, si vous avez des questions, de les notifier par chat et Valentin nous les restituera. Bruno? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Bruno Ralec, je suis anesthésiste réanimateur à l'hôpital des Armées à Brest. J'ai fait un petit peu de réanimation et puis depuis une dizaine d'années, je me consacre à l'anesthésie. Alors, l'hôpital d'instruction des armées, c'est un tout petit hôpital à taille familiale à Brest. Voilà, on a 5 salles d'opération dans notre bloc. Et puis, on a une activité qui est, j'allais dire, intramuros et extramuros, puisqu'on est appelé à partir en opération extérieure. Et sinon, au quotidien, on soutient un petit peu la zone militaire, la zone de défense ouest. Voilà, donc on avait un petit peu ce cahier des charges là sur les questions. Voilà, comment avez-vous communiqué en interne? Quelle organisation pour utiliser l'outil? Quel dialogue interprofessionnel? Et puis un petit peu la politique politique qualité de notre établissement. Finalement, non, on peut revenir à la première diapo. On a commencé un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que en fait, devant un petit peu notre incapacité souvent à trouver des solutions à nos questions au bloc opératoire, on s'est tourné vers les pharmaciens
on avait bien vu j'avais bien vu qu'il y a une dizaine d'années, on avait commencé en réanimation à installer des armoires sécurisées pour délivrer les médicaments. Et donc, au bloc opératoire, il me semblait qu'on était très, très en retard par rapport à ça. Et puis, finalement, nos pharmaciens, ils étaient déjà engagés avec l'Omédit de Bretagne. Donc, c'est comme ça que le dialogue interprofessionnel, finalement, dès le départ, s'est instauré. Donc, et avec la cellule qualité, on va pouvoir passer à la diapositive suivante. Donc, je vous ai proposé un petit peu le vie-ma-vie de l'anesthésiste pour tous mes camarades pharmaciens. Voilà. Donc, nous, on a des gammas. Enfin, j'ai mis des années à comprendre ce que c'était que cette abréviation, voilà, voilà, et des perlimpinpin. Donc, on mélange des trucs, on fait des gammas, des milligrammes. Voilà. Et finalement, dans nos protocoles standardisés, tout est standardisé au bloc opératoire en anesthésie. On a énormément d'interactions dans chaque salle, puisque un médecin anesthésiste, classiquement, il va s'occuper de 2 salles de bloc et puis également de la salle de réveil. Donc, on va avoir finalement interaction avec plusieurs infirmiers anesthésistes ou infirmiers de soins généraux. Et donc, malgré tous ces protocoles standardisés, plus que des médicaments à risque, oui, ils sont tous à risque au bloc opératoire, hein, c'est surtout des situations, et des situations dans lesquelles il y a des erreurs qui persistent, des accidents, on peut dire, d'administration de traitement. Donc, les anesthésistes qui sont cet après-midi avec nous, s'il y en a un qui nous dit qu'il n'a jamais injecté le mauvais produit, qui sort tout de suite de cette salle. Voilà. Alors, quand on se retourne vers la gestion des risques et puis nos camarades qualiticiens, et puis qu'on demande à être audités dans notre bloc, finalement, on nous propose un audit d'hygiène, et puis on vient nous voir pour nous dire « mais comment vous posez vos voies veineuses périphériques ?» Non, ce n'est pas la question, surtout quand la réponse c'est oh, « surtout mettez des gants latex chirurgicaux stériles pour poser vos voies veineuses périphériques au bloc. » Bon, dont acte. Et puis la mode change. Et puis c'est de nouveau un audit d'hygiène où on fait la guerre des bijoux. Et puis finalement, maintenant, il n'y a plus que les patients qui arrivent avec leur alliance au bloc opératoire. On a tous abandonné. Voilà. Et puis, quand on se pose la question du circuit de médicaments, quand on redemande des audits, là, on nous dit, oh là là, vous manipulez les bouchons sur vos voies veineuses avec les doigts, mon Dieu, quelle horreur. Voilà. Bon, c'est un petit peu la vraie vie de l'anesthésiste et des équipes au bloc opératoire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et puis, il y a quelques années, on était tombé sur cet outil qui est très intéressant. On s'est dit, ben voilà, c'est la solution à tous nos problèmes, mais pas que. Effectivement, alors en salle d'op, on peut être un petit peu seul ou l'infirmier anesthésiste tout seul, mais il va y avoir des interruptions de tâches parce que le médecin anesthésiste va débarquer, poser une question, demander, s'intéresser un petit peu à la chirurgie. Et voilà, tout ça crée des situations finalement à risque où on vient déranger l'opérateur final dans sa tâche quotidienne. Voilà, diapositive suivante. Donc, à titre d'exemple, depuis plus d'une dizaine d'années, on est très, très investi dans toutes les démarches d'accréditation. Et puis, des procédures comme ça, on en a plus d'une centaine au bloc opératoire chez nous, avec des modes opératoires qui décrivent effectivement par le menu détail tout ce que nous devons mettre en œuvre pour la sécurité du patient, bien entendu. On peut passer à la diapositive suivante. Et donc, cette procédure que je vous montre décrit le plateau d'anesthésie type. On a la même chose en réanimation. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'effectivement, vous avez des belles seringues pré-remplies de propofol, mais depuis que le médicament est génériqué, maintenant, on a un joli liquide blanc dans une seringue transparente. Voilà, donc tout est étiqueté. Les plateaux à usage unique, pas à usage unique. À usage unique, ça coûte cher. Après, on a eu les plateaux finalement qui passaient en stérilisation, mais qui étaient à leur tour emballés comme tout le matériel stérile.
Et puis finalement, on est revenu à des plateaux qui sont désinfectés, décontaminés tous les jours entre chaque utilisation, entre chaque patient. Voilà. Diapositive suivante. Donc là, là, je me suis promené au bloc cette semaine. Donc sur la gauche, on a le plateau de l'intervention en question. Donc les médicaments unitaires sous blister, ceux-là, ils sont pas jetés, bien entendu. Le propofol, c'est le seul liquide blanc opaque que nous ayons dans le bloc opératoire. Les autres spécialités, notamment les tomidates lipuro, nous n'en avons pas. Donc, a priori, il n'y a pas de risque d'erreur. Et puis, au milieu, là, il y a une petite seringue qui n'est pas étiquetée. C'est une seringue de sérum phi. Voilà, donc elle se balade là. On ne sait pas trop à quoi elle sert. Elle n'a pas été étiquetée. Et puis sur la diapo de droite, c'est une petite paillasse alors qui est bio-nettoyée effectivement après chaque utilisation. Et là, c'est les morphiniques donc, qui ont été étiquetés. L'ampoule qui ne quitte pas le coffre, qui est en salle de réveil, a été également étiquetée avec le nom du patient. Bon, là, c'est un petit peu sur la tranche pour que, en principe, ce ne soit pas identifiable sur la photo. Mais voilà, cette situation-là n'est pas tout à fait satisfaisante, puisque bon, sur un plan de sécurité, les morphiniques ne quittent pas le coffre, ne quittent pas la salle de réveil, et l'infirmier anesthésiste vient pour chaque patient, entre chaque bloc, préparer son morphinique et le ramener avec lui en salle. Voilà, diapositive suivante. Donc, plus que de parler globalement de médicaments à risque, ils le sont tous, on a bien compris, c'est plutôt identifier des zones qui vont être à risque ou des situations qui vont être à risque, parce que finalement, quand on utilise en routine tout le temps les mêmes spécialités, voilà, le risque est introduit en fonction de l'environnement de travail ce jour-là. Voilà. Et bien sûr, la gestion spécifique des morphiniques nous pose souci, je n'allais pas dire au quotidien, mais voilà. Donc, la diapositive suivante. Donc, voilà, une situation en live, hein, les seringues qui ont été préparées, et en bas de la photo, le patient est installé sur la table opératoire. Voilà, diapositive suivante. Et là, patatras, on se retrouve en salle de réveil, l'intervention est terminée, le patient est réveillé, extubé, et il est douloureux. Il faut réinjecter dans la péridurale. Alors, on a fait ça proprement, hein. On a pris un petit champ vert, on a mis des gants stériles, on a pris des compresses alcoolisées, bétadinées pour manipuler les petits bouchons parce qu'on s'est fait taper sur les doigts il n'y a pas très longtemps, on se souvient encore du dernier audit. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des mélanges de naropéine, de concentrations différentes. On a mis tout ça dans une petite seringue. On était en train de faire uniquement ça, hein, réinjecter dans la péridurale. Le cathéter de péridurale, bien sûr, cathéter périmédulaire est correctement identifié sur l'épaule du patient. Et vous voyez que cette seringue qui reste là, il n'y a pas d'étiquette spécifique collée dessus. Et puis, si on était parti sauver quelqu'un ou chevet d'un autre patient en attendant, le champ serait resté posé là comme ça, à la merci de n'importe quel autre opérateur qui, voulant rendre service, aurait pu finalement attraper la seringue, l'injecter par voie intraveineuse. Bon, effectivement, c'est une situation qui est un petit peu construite, hein, puisque je m'étais dit que j'allais faire des belles photos pour cette présentation. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Non, il y en avait encore une. Mais pas la dernière, avec les projets. Ah non, je ne l'ai pas Non, celle-ci. ce n'est pas très grave. Donc, oui, donc, nos projets, finalement, c'est de travailler en binôme au bloc opératoire entre MAR et IAD quand on sera à la phase d'auto-évaluation, hein, de la grille. Essayer de faire la cartographie de ces situations à risque,
dans quelle salle on se met, est-ce qu'il faut poser les péridurales en salle de réveil pour gagner un petit peu de temps, dans quelle zone, voilà. Donc cartographier les zones à risque. La salle de réveil, c'est pratiquement un endroit où tout le personnel transite et tous les patients, entrant comme sortant, effectivement aussi se croisent chez nous. Deuxième projet, travailler sur ce coffre-fort. Pourquoi pas le remplacer par une armoire de médicaments sécurisée. Voilà. Et puis remettre le cœur à l'ouvrage sur ce travail sur les interruptions de tâches avec le référentiel de l'HAS que je vous ai montré. Et puis d'autres projets pour lesquels on avance petit à petit. Là, on participe au projet Octave de conciliation thérapeutique. Voilà, à la fois en amont de la prise en charge des patients au bloc opératoire et puis bien sûr à la sortie de la filière opératoire, bloc opératoire, service, retour à domicile. Voilà, j'en ai fini pour ce screening un petit peu de la manière dont on travaille et puis qui finalement met un petit peu en exergue le pourquoi de l'utilité de ces grilles d'auto-évaluation. Voilà, merci. Merci Bruno pour ces photos, ce retour d'expérience. Juste une précision sur Octave pour peut-être les collègues des autres régions. Octave, c'est un article 51 sur la mise en place du bilan partagé de médication en entrée sur prescription d'anesthésiste. Donc une dynamique de pharmacie clinique, ville-hôpital. On passe au retour d'expérience de Dominique Guérard de Deauville sur son retour d'expérience autour du circuit du médicament au bloc. Et Denis Lahaye, du coup, qui a pu Denis rejoindre. Lahaye. Alors, merci. Donc, j'espère que vous nous entendez bien. Donc, je suis Dominique Guérard, responsable du pôle évaluation et risque du groupe Elena Santé. Donc, je suis accompagné pour cette intervention de Denis Lahaye, alors qui est un jeune retraité et qui était responsable de qualité au CHI de Caux-Vallée de Seine à Lillebonne et ex-expert visiteur. Donc, nous avons testé l'outil à la polyclinique de Deauville, donc, qui est un établissement de santé privé qui a plusieurs activités, du SSR, de l'HAD, également de la chirurgie, dont vous voyez les différentes spécialités. Donc, c'est un bloc opératoire constitué de 6 salles d'intervention, une SSPI et qui est équipée de 10 postes. Et puis, donc, l'équipe médico-chirurgicale est composée de chirurgiens et d'anesthésistes libéraux et donc des soignants, et plus particulièrement des infirmières. Alors, nous allons focaliser notre intervention plutôt sur l'organisation de l'audit et comment ça s'est déroulé et le ressenti des professionnels. Alors, tout d'abord, pour réaliser un audit, pour que cela fonctionne bien, il faut avoir une préparation exigeante. Donc, c'est-à-dire qu'il a fallu aussi s'adapter, comme ça a été évoqué dans des diapos précédentes, aux contraintes spécifiques liées à l'activité du bloc. Donc, nous sommes partis sur un audit sur une journée de 7 heures, donc, pour être vraiment en conditions réelles avec les professionnels concernés, et donc avec un plan d'audit adapté que je vais vous montrer dans la diapo suivante. Et notamment, nous, on a eu la chance à la polyclinique de Deauville d'avoir un anesthésiste qui a été disponible pendant l'audit. Alors, comment il a été attiré ? Eh bien, les anesthésistes sont soumis à une accréditation par la Haute Autorité de Santé et cet audit pouvait lui être utile dans le cadre donc, de son accréditation individuelle, notamment par la participation à des actions centrées sur la gestion du risque. Donc, pour nous, c'était très intéressant. Ça a permis d'avoir un anesthésiste avec nous pendant l'audit. Juste pour revenir sur la diapo précédente, ce que ça a été évoqué, et c'est important également, c'est avant l'audit, c'est l'envoi de la grille d'auto-évaluation à réaliser par l'établissement. Il faut qu'elle soit précise, cette grille, parce qu'elle va conditionner aussi l'audit sur le terrain. Cette grille, elle est à retourner donc 15 jours avant l'audit pour permettre une préparation, parce que c'est important aussi que les auditeurs puissent se voir avant l'audit afin de bien examiner donc, la grille d'audit, l'outil en lui-même, mais également les réponses de l'établissement.
Donc, ce travail de préparation… Si je peux me permettre, Dominique, pour compléter ce que tu viens de dire, juste, justement, on va travailler avec les auditeurs. Il est important que les deux auditeurs qui vont faire la visite se voient, ou en tout cas échangent sur la perception qu'ils ont des réponses faites par l'établissement, ce qui va aussi orienter leurs questions futures lors de la visite. Donc, je vous ai mis sur la diapo suivante le déroulement de l'audit. Alors, bon, c'est du classique, hein, avec bien sûr une réunion d'ouverture avec la direction, les anesthésistes, le chef de bloc, pharmacien, etc. Donc, nous avons commencé donc, dans un premier temps avec l'entretien avec les professionnels sur les thématiques hors bloc opératoire. Alors, notamment consultation, prescription, bilan de sortie et la partie pharmacie. Et également, nous sommes revenus sur la grille d'auto-évaluation parce que nous avions besoin d'informations complémentaires. Ce qui est important, c'est également que toutes nos remarques au fur et à mesure sont validées avec l'équipe concernée. On ne peut pas continuer si il y a des différences entre nous, par rapport à s'il y a des écarts par rapport à la grille. C'est important d'expliquer aux professionnels qu'est-ce qui s'est passé. Alors, j'en profite pour vous dire que c'est important lorsque l'on fait cet audit-là, c'est d'être avec un auditeur qui connaît le bloc opératoire. C'est vraiment primordial, sinon on va passer à côté de plein de choses au cours de cet audit. Donc, nous sommes allés ensuite sur le terrain, au bloc opératoire. Donc, nous avons observé l'accueil et l'installation d'un patient. Et nous avons assisté à différentes phases au bloc opératoire, jusqu'à la phase de la phase incision, jusqu'à la fin d'intervention. Et plus particulièrement, nous avons voulu voir la phase 3 de la checklist après l'intervention chirurgicale. Donc, nous avons vu le début d'une intervention et nous avons vu la fin d'une intervention qui n'était pas la même, mais bon, ce n'était pas grave par rapport aux éléments que nous recherchons. Chose importante, mais qui a déjà été dite, hein, il faut avoir aussi l'information préalable des opérateurs présents au bloc opératoire et bien sûr d'avoir leur accord. Et donc, pendant cette phase d'audit directement au bloc opératoire, nous avons pu investiguer toute la grille, donc de l'accueil, installation du patient en salle, etc., etc. Et au fur et à mesure, nous avons pu rencontrer tous les professionnels, de l'anesthésiste à l'opérateur, les IAD, les infirmières de SSPI. Nous avons donc rencontré des patients également, après notre visite au bloc opératoire. Dans l'idéal, il aurait fallu rencontrer des patients avant, hein. Mais là, l'occasion ne se présentait pas. Et nous avons voulu donc rencontrer des patients qui avaient bénéficié d'un changement de traitement pendant son séjour, qui avaient eu une PCA, un traitement anticoagulant ou antiagrégat plaquettaire. Bien sûr, comme cela a déjà été évoqué, hein, il faut avoir l'information du patient et son accord avant l'entretien. Synthèse et bien sûr classique, la réunion de clôture. Je ne sais pas si Denis, tu veux rajouter quelque chose sur la partie audit en lui-même? Alors, sur la partie audit, tu l'as dit, il faut, ce qui peut être surprenant, ce que disait Dominique, il faut quelqu'un qui connaisse le bloc, c'est quand on ne connaît pas le domaine du bloc, c'est la circulation dans le bloc qui peut poser problème et qui peut gêner l'auditeur qui ne connaît pas les lieux dans son questionnement et dans ses approches auprès des professionnels. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui connaisse quand même un peu le fonctionnement d'un bloc. La nécessité de voir les deux interventions, comme l'a dit Dominique, ça permet de voir un démarrage d'intervention et de voir la problématique de préparation des médicaments, en l'occurrence, avant l'intervention, et en changeant de salle, de voir une autre équipe et de voir une autre façon de faire, et surtout une fin d'intervention. Donc, d'avoir finalement un processus complet du début jusqu'à la fin, à travers deux ou trois regards, sachant que si on reste sur une seule intervention, ça peut prendre beaucoup de temps dans l'observation. Une des clés, effectivement, aussi dans le bloc, c'est le temps. Suivre une intervention, suivre une équipe, ça prend beaucoup de temps et il est nécessaire d'aller à l'essentiel et de ne pas se perdre dans
dans les méandres des informations du bloc opératoire et de bien cibler les questions, d'où la préparation qui est importante. Alors, comment nous, on a présenté l'audit? Alors, bien sûr, cet outil, du moins, ce n'est pas un audit, ce n'est pas un contrôle, ce n'est pas une inspection, mais on l'a présenté plutôt comme un état des lieux, un diagnostic par rapport aux bonnes pratiques, que cela soit les recommandations de la Haute Autorité de Santé ou les préconisations de l'ASFA. Donc, comment l'établissement se situe? Je vais prendre l'exemple de la polyclinique de Deauville. On ne faisait des évaluations que sur les circuits du médicament dans les services de soins, mais jamais au bloc opératoire, et en plus à chaque étape du circuit du parcours du patient. Au cours de nos évaluations, donc, on a discuté, on a échangé. Cet état des lieux, ça permet de se poser, d'avoir un autre regard, ça permet d'avoir du recul par rapport à sa pratique quotidienne, de prendre de la hauteur. Donc, ça permet de faire aussi un rappel sur les préconisations, notamment de l'ASFA, tout en tenant compte du bénéfice-risque pour le patient et toujours en tenant compte aussi de l'organisation. On se retrouve vraiment dans le triptyque sécurité des patients, travail en équipe et amélioration des pratiques. Alors, au cours de l'audit, il y a eu des fois des discussions vives sur les critères qui étaient demandés, mais ça fait partie de cet état des lieux. Et puis, surtout, ce qui a été très bien après, c'est que toutes les observations qu'on a pu remonter au sein de l'OMEDIT, des deux OMEDIT, ont été repris dans la nouvelle grille d'audit. Et puis, on s'est dit, mais on peut utiliser cette évaluation comme une évaluation de pratique professionnelle. C'est une EPP. Alors après, c'est du classique au niveau de l'intégration dans le programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité de soins du bloc opératoire. Donc, il y a eu donc un rapport avec un pourcentage de conformité à un instant T, comme cela a été présenté. Alors, le pourcentage de conformité, il faut le prendre avec beaucoup de prudence, donc parce que c'est une photographie à un instant T. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas bon qu'à cet instant T, c'est une photo qu'on n'est pas bon dans la continuité. En plus, quand on fait l'audit au bloc opératoire, on ne voit pas forcément tout et on passe peut-être à côté de certaines choses. Donc, ne pas faire forcément une fixation sur le pourcentage de conformité. C'est vraiment qu'à un instant T. Donc, les points forts et les points faibles, des axes. Alors, points forts et points faibles, on est bien d'accord, bien valider ces points faibles avec l'équipe auditée, avec des propositions d'action, d'amélioration. Ce qui est important dans la suite, c'est que les résultats soient. Il faut que les professionnels soient associés aux résultats de cet état des lieux. C'est la réussite dans le cadre d'une démarche culture qualité et dans le cadre de la certification V 2020 pour mettre en place donc le plan d'action et pareil, communiquer toujours les résultats, quelles sont les actions qui sont mises en place auprès des professionnels concernés. Bien sûr, vérifier l'efficacité de ces actions, si elles ont bien été mises en place. Et puis, on refait une évaluation, on est dans une EPP et on fait une évaluation un peu plus allégée avec la nouvelle grille qui est proposée par l'OMEDIT. J'espère que ça a été pris en compte. C'est pour ça qu'on avait retiré, vous voyez, 43 questions de la grille initiale. Voilà, tout à fait. Merci pour ce retour. Je vois le temps qui passe et même si on va dépasser, on va essayer quand même de tenir un temps assez contraint. Je vous propose d'étudier toute la problématique de la liste des médicaments à risque au bloc parce qu'on l'a vu tout à l'heure, tous les médicaments sont à risque. Et on va voir avec Fabienne s'il y a des médicaments à haut risque au bloc opératoire à Rennes. Je te laisse la parole, Fabienne.
Oui, merci, merci Gilles, vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Du coup, très bien. Donc, bonjour Fabienne Aubin. Donc, moi, je suis pharmacien sur le CHU de Rennes. Donc là, je voulais vous faire un retour de comment on a géré la liste des médicaments à risque au CHU de Rennes. Donc, notre CHU contient à peu près 1900 lits et places avec des activités chirurgicales et des salles techniques donc sur de nombreuses salles réparties aujourd'hui dans de nombreux bâtiments. On a à la fois des blocs spécialisés dans différents domaines, mais également des blocs dits un peu plus polyvalents aux urgences et sur le site de l'hôpital Sud. Nous, sur la politique en fait de la gestion des médicaments à risque, on a eu une politique en fait distincte entre les médicaments donc du bloc opératoire anesthésie et des SSPI. Alors, au niveau d'un point de vue général sur la gestion des médicaments à risque, donc on avait une expérience un peu malheureuse sur le CHU de Rennes, puisqu'en 2012, on a eu une réserve majeure sur le circuit du médicament. Donc, dans le cadre du management de la prise en charge médicamenteuse, on a largement consolidé, on va dire, notre organisation et notre savoir-faire en travaillant en commun avec les différents intervenants, pharmacie, direction qualité, direction des soins, Comédims et puis vigilance. Et on a eu une démarche commune. La politique, c'était d'avoir une démarche commune à toutes les unités de soins. Donc vraiment avoir une base pour tout le monde, de la consultation, on va dire, au bloc opératoire en passant par une unité d'hospitalisation classique. Et puis, on a toujours eu le raisonnement aussi d'avoir en fait une politique commune à tous les produits pharmaceutiques, des médicaments, mais aussi les dispositifs médicaux. Donc, dans notre organisation mise en place depuis 2012, on a été attaché à mettre un pharmacien référent de la PUI dans chaque unité de soins, ce qui n'est pas forcément facile à faire, mais petit à petit, en fait, on assoit cette organisation. Alors, au niveau de la politique des médicaments à risque, quand on a commencé à travailler là-dessus, c'était plutôt, on va dire en 2015, je pense, 2015-2016. Donc, on a mené en lien avec l'Omédie de Bretagne et les pharmaciens associés, on a mené un travail d'abord assez précis sur à décortiquer en fait les Never Events et à voir comment on pouvait appliquer cette politique sur le CHU. Et puis, donc, ça nous a amené à définir une liste qu'on a appelée, nous, médicaments à haut risque sur le CHU, avec une préparation. On avait le retour de l'HAS en 2016, donc on va dire qu'on souhaitait que notre copie soit à peu près prête. Donc, la Comédims, en fait, pour l'établissement, a défini une liste commune pour tout le CHU, donc toujours dans cette optique de travailler pour tout le monde. Et donc, la liste pour tous, elle comprenait les insulines, les antalgiques opiacés, le KCL injectable, le méthotrexate oral, les électrolytes concentrés et les digitaliques. Donc, on avait donc des recommandations générales à toutes les unités de soins. On avait, vous voyez un petit encart là, essayé d'identifier pour toutes ces classes en fait le stade, l'étape en fait qui était à risque, que ce soit la prescription, l'administration, le calcul de dose, le stockage, etc. Et on a demandé en fait à chaque unité de soins, à partir de ce premier travail transversal, de s'approprier en fait la liste des médicaments à risque et de définir. Chaque unité devait définir sa propre liste de médicaments à risque, identifier le risque et proposer des mesures barrières. Et puis, chaque unité devait s'aider, on va dire, du pharmacien référent de l'unité qui un petit peu les a ressollicités pour, on va dire, être un peu dans le timing aussi par rapport à nos visites de certification et puis s'assurer que chacun travaillait sur le sujet. Alors finalement, comment on a pu évaluer en fait cette première politique de suivi des médicaments à risque? On a mis en place dans le cadre de notre politique de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en fait un certain nombre de choses. Donc entre autres, on a mis en place des audits et au moment de ces audits, on a intégré en fait cette politique de suivi des MHR pour vérifier en fait si les équipes s'étaient appropriées ou pas le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on constatait en 2020? C'est que finalement, chaque unité de soins avait en général défini
défini sa liste, mais qu'en réalité, elle n'était pas toujours à jour. Les audits nous montraient qu'on n'était pas toujours conforme dans toutes les unités. On a en général un étiquetage des produits à risque dans nos armoires à pharmacie. Donc, on avait mis en place un logo, ce qu'on appelait nous notre petit logo MHR, donc des petites gommettes sur nos emplacements de stockage. Et puis, par contre, on se rendait compte que quand on interrogeait les soignants, tout le monde n'était pas forcément au fait de cette liste. En réalité, elle n'était pas toujours à jour. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait encore du travail, on va dire, à mener. Alors, du coup, on s'est repenché sur ce sujet-là également en 2021. Alors, forcément, l'HAS, c'est cyclique. Alors, on a repréparé également notre certification de 2022 avec beaucoup d'intérêt, mais pour autant, on savait bien qu'on ne pouvait pas se focaliser, on ne pouvait pas travailler sur tous les sujets, car comme dans tous les hôpitaux, on avait d'autres occupations en 2020 et 2021. Donc, on a malgré tout considéré que la problématique des médicaments à risque, c'était quelque chose sur lequel il fallait travailler parce que tous nos soignants n'étaient pas assez sensibilisés. Donc, on a refait des rappels en réunion plénière quand on rencontre les différents correspondants pharmacie des unités de soins. Et on a décidé de mettre en place des ateliers vraiment pratico-pratiques avec des groupes de soignants volontaires qui associaient, donc ces ateliers étaient menés par la Comédims et puis associaient en fait les différents pharmaciens des unités. Donc, quelles sont les actions plus concrètes qu'on a mises en place au décours en fait de ces ateliers et puis des retours des soignants sur les besoins. Donc, on a décidé déjà de mettre en place des fiches beaucoup plus pratiques sur certaines classes médicamenteuses. Donc, la Comédims a recommuniqué autour de fiches pratiques, insuline, anticoagulants, opiacés. Les soignants, les groupes de travail ont aussi proposé un nouveau logo pour identifier nos médicaments à risque dans les armoires à pharmacie. Et on a trouvé ça intéressant que ça vienne d'eux. On a également donc travaillé au niveau informatique pour pouvoir afficher nos MHR dans les listes des dotations des unités de soins qui étaient informatisées, donc pour que ça s'affiche automatiquement. Vous voyez là sur ma liste d'une unité, on voit en jaune apparaître les MHR. Et on a intégré des alertes dans le dossier patient informatisé, donc particulièrement des XCare pour nous. Et puis, on a relancé une campagne de mise à jour des médicaments à risque dans chaque unité. Par contre, la difficulté auquel on était confronté, c'est qu'on a beaucoup d'unités sur le CHU de Rennes. Donc, on se retrouvait encore à se dire il va falloir faire 200 listes. Donc, c'est un petit peu compliqué. On avait vu la limite en 2016-2017. Alors finalement, au bloc opératoire, comment ça s'est organisé devant la difficulté justement de mettre en place des listes avec des multiples pharmaciens référents, des multiples référents, des SSPI, on a 8 SSPI, on a 13 dotations d'anesthésie et de bloc. En fait, il a été décidé à l'initiative de notre anesthésiste responsable du département d'anesthésie, le docteur Vaudet, de mettre en place une liste en fait commune, enfin 2 listes communes, une pour les blocs et une pour les SSPI, pour que chacun puisse s'approprier ces listes et puis pour faciliter aussi la communication par l'encadrement supérieur auprès des soignants. Alors, comment sont construites ces listes concrètement? Donc, en fait, le principe, c'est qu'ils ont fait des rappels en fait sur les mesures générales communes qui sont à prendre dans les blocs opératoires et dans les SSPI par rapport à ces suivis de médicaments à risque. Donc là, on est vraiment sur le médicament et non pas sur le processus ou l'environnement comme on l'évoquait tout à l'heure. On est vraiment produit par produit. Donc, effectivement, ça peut avoir ses limites, mais je pense que c'est quand même important. Donc, en fait, pour chaque médicament, d'une manière générale, on demande aux unités donc, de se repencher sur quel est le risque identifié par médicament. Donc là, on voit on peut, au bloc opératoire et en SSPI, on a des choses, on a des produits à risque du fait du schéma thérapeutique, des calculs de dose, des voies d'administration particulières, des noms qui
se ressembrent, de la toxicité bien sûr intrinsèque des produits. Et ils doivent mettre en place, en fait, ils ont proposé un certain nombre d'outils en fait qui sont cités ici qui concernent le rangement, les modalités de prescription, la protocolisation, le double contrôle, l'identification des voies, l'identification des produits, etc. Donc, ils sont partis donc de la liste commune avec, on va dire, des mesures communes pour la liste des produits qu'ils ont identifiés et puis des mesures spécifiques à chaque produit qu'on peut voir sur la diapositive d'après. En fait, la liste, nous, elle comprend des focus spécifiques quand on sait qu'il y a on va dire, des situations à risque particulières. Là, par exemple, on a mis l'exemple des anesthésiques locaux avec les expressions des doses entre les pourcentages et les milligrammes, les multiples concentrations qu'il peut y avoir dans nos armoires à pharmacie, les différences, les médicaments qui peuvent avoir des présentations prêtes à l'emploi ou des présentations concentrées, ou également les multiples concentrations comme pour la morphine. Et à chaque fois, donc, dans ce document donc, qui est propre à un secteur SSPI ou bloc opératoire, on a fait référence, comme là on a vu pour la morphine, référence à tous les protocoles du CHU, donc là en l'occurrence les protocoles au niveau du CLUD. Alors, quelles ont été les molécules choisies? Donc, j'ai essayé de faire le point là sur nos bilans, sur nos dotations de SSPI et d'anesthésie. Globalement, donc, quand on prend que les médicaments, je ne prends pas les solutés, que les médicaments, donc on a à peine une centaine de références en stock dans ces unités-là. Et finalement, par rapport au travail effectué, on se retrouve dans les SSPI avec une vingtaine de MHR qui ont été identifiés. Donc, ça fait déjà beaucoup. Et en anesthésie, on a identifié en gros 5 MHR par service. Alors, quels ont été les produits? Alors, si on peut juste revenir sur la diapositive, les produits retenus en fait dans les listes qui ont été faites sur ces secteurs-là. Donc, les électrolytes concentrés avec le KCl en particulier, les insulines, les antalgiques opiacés, les anticoagulants. Alors, parce que ces unités-là en comprennent. Également parce que la politique, nous, au niveau de l'établissement, a été de demander à chaque service de prendre en compte les MHR institutionnels. Donc, toutes ces MHR qui sont en gras là sur le diaporama, ce sont des MHR institutionnels. Donc, on considère qu'il faut vraiment avoir une interpellation importante des soignants par rapport au risque de ces produits. Et puis ensuite, des points plus spécifiques au SSPI et à l'anesthésie. Alors, on voit qu'en anesthésie et bloc, eh bien, en fait, on n'a pas mis grand-chose d'autre, à part la protamine comme antidote, mais pour tous les produits type d'anesthésie finalement utilisés par les IAD et les anesthésistes, ils n'ont pas jugé nécessaire de refaire la liste complète, de les rajouter dans les MHR, considérant en fait que c'était leur exercice en fait spécifique. Par contre, en SSPI, où, comme on l'évoquait tout à l'heure, on a en SSPI et des patients qui entrent et des patients qui sortent, et également, on a eu avec les Covid par moment des transformations des salles de SSPI avec des activités parfois aussi de réa ponctuelles, et on sait que tout n'est pas encore stabilisé à ce jour. Et là, du coup, on a mis en fait les principaux produits avec leurs risques inhérents, donc les curares, les sympathomimétiques et les anticholinergiques. On a vu l'exemple tout à l'heure avec toutes les présentations à risque, les noms qui se ressemblent, toutes les anesthésies, enfin, tous les produits hypnotiques, propofol, étomidate, etc. Les anesthésiques opioïdes n'ont pas été mis dedans parce qu'on considère qu'ils sont plutôt du ressort. Ils sont parfois détenus dans les SSPI à cause du problème de détention de stupéfiants, mais en fait utilisés en anesthésie. Ils ne sont pas utilisés en SSPI. Et puis autrement, les anesthésiques locaux avec les problèmes de risque de voix. Et puis donc, comme on avait notre bloc gynéco-mater, on a mis des produits spécifiques dans notre liste commune.
Excusez-moi. Quelques exemples en fait qu'on a pris pour finalement choisir nos produits. Eh bien, on a repris des produits forcément ils sont tous toxiques, donc il y a marge thérapeutique étroite dans ces secteurs-là. Pourquoi on les a choisis? Parce que la prescription n'est pas toujours claire, hein, et puis parce que l'informatique n'est pas toujours intuitive, et on sait qu'aussi dans ces zones des CFPI, on n'est pas forcément tous informatisés, et sur le CHU de Rennes, on n'est pas informatisé en anesthésie. Pourquoi? Parce que les IDE qui viennent d'arriver dans les services eh bien, ne les connaissent pas forcément. Donc, il faut absolument faire référence au protocole. Et je pense que l'étiquetage des armoires à pharmacie, elle est utile pour les personnes qui ne travaillent pas de manière quotidienne en fait, dans ces secteurs-là, ou quand on change en fait, de secteur. Parce que tous ces produits nécessitent des calculs de doses. Parce qu'on a des produits avec des prescriptions, des unités comme la protamine qui portent à confusion. Parce qu'on a encore des anesthésistes qui raisonnent en pourcentage, et normalement, on ne doit plus raisonner en pourcentage, sauf pour les ions où c'est encore autorisé sur les étiquettes. Parce qu'on peut avoir forcément des erreurs de conversion d'une unité, et puis des produits avec plusieurs concentrations. Donc plein de raisons. On a aussi des mélanges aussi sur des produits dilués ou des produits prêts à l'emploi. Donc on a essayé autant que faire se peut, nous, ne pas les mélanger, mais quand on a des blocs communs entre la pédiatrie et les adultes, on ne peut pas forcément faire autrement. Le problème des anesthésiques locaux aussi, avec les confusions des voix. Et puis, la nécessité aussi de rappeler aux soignants l'ensemble de nos protocoles. Donc, c'est utile de les remettre sur une fiche accessible à tous. Les anticoagulants, ça peut paraître surprenant de les mettre, mais finalement, le risque, il est pas tellement inhérent au SSPI, il est plus inhérent à tous les services de chirurgie qui sont en aval du SSPI. Et donc, nous, on fait vraiment des rappels là sur les problèmes de traçabilité par rapport à ces produits-là, pour éviter les doubles injections. Et puis, dans le choix des listes, eh bien, je sais que par exemple, l'insuline, c'était quelque chose qu'on n'avait pas mis sur la liste de 2016, où elle était pas, les anesthésistes n'avaient pas forcément insisté dessus. On a eu un œil grave sur le CHU de Rennes en lien avec l'utilisation de l'insuline. Donc, ça a fait partie aussi des éléments pour sensibiliser nos soignants. La dernière diapositive, donc c'était juste pour rappeler, donc nous, la démarche, elle a été faite dans le cadre d'une collaboration en fait entre les différents professionnels médicaux, paramédicaux et puis pharmaceutiques. Ça nous semble important d'avoir quand même un document. Nous, on demande au service de l'imprimer en fait, qu'il soit disponible dans l'unité. On s'en sert lors des audits, mais c'est intéressant d'avoir finalement un document accessible à tous. Le document, il n'est pas voué à donner des détails très précis sur l'ensemble des produits. Il doit vraiment faire référence au protocole institutionnel et au protocole de service. Et finalement, l'élaborer, ça peut faire des rappels aussi sur les protocoles institutionnels qui ne sont pas forcément connus de tous. Et puis, je pense ça a vraiment un rôle important pour les nouveaux arrivants ou les personnes qui tournent dans les unités de soins. Et enfin, le logo nous a permis aussi de resensibiliser les soignants sur l'étiquetage des armoires. Je vous ai juste mis en conclusion une auto-évaluation qu'on a faite en 2022 sur la connaissance des MHR dans les unités de soins. Donc, après cette deuxième vague de sensibilisation, donc on était assez contents puisque sur les observations de terrain, on avait plus de 87% donc sur les réponses qu'on avait eues, des MHR qui étaient bien étiquetés dans les armoires à pharmacie. Et puis, c'était ça, ce qui était surtout important. Savez-vous, pour l'interrogation auprès des professionnels, est-ce que vous savez citer les MHR de votre unité? Et finalement, on avait un bon retour. Donc, c'était vraiment ça aussi l'objet du travail en commun. Au-delà du document et de l'étiquette, c'est que les soignants savent ce que c'était qu'un médicament à risque et se posent la question dans leur pratique quotidienne. Micro. Merci Fabienne pour cet exposé complet. On va passer à Frédéric Abraham au niveau de la clinique du Cèdre pour nous donner sa vision, son expérience des médicaments à risque. À Frédéric. Oui, bonjour. Alors, je vais proposer une vision un peu complémentaire parce qu'on ne va pas être redondant et puis
et puis quand même différentes compte tenu, nous le verrons, de la taille de l'établissement. On n'a pas du tout les mêmes problématiques. Donc, je suis le pharmacien de l'établissement. Tu peux passer. Donc, je vais présenter l'établissement. L'établissement, très, très rapidement, 19 000 passages aux urgences, 133 lits de chirurgie, etc. On fait un peu tout type de chirurgie. Tu peux passer. Alors, ce qui est surtout important, c'est qu'il y a 12 salles d'intervention et une SSPI unique. C'est-à-dire qu'un secteur unifié, c'est-à-dire qu'en fait, la SSPI est un lieu de passage, elle est assez grande, et ce qui veut dire qu'en termes de communication, ce sera beaucoup plus simple. Les anesthésistes rayonnent sur toutes les salles d'intervention. Il n'y a pas, comme au CHU de Rennes, plusieurs blocs et finalement des intervenants différents d'un endroit à l'autre. Tu peux passer. Bon, là, il y a l'HAD, mais la slide était dessus, mais je vous rassure, nous ne faisons pas d'intervention chirurgicale en HAD. Alors, je vais parler très brièvement de la méthodologie. En fait, nous avions une seule liste, comme beaucoup. Et puis, depuis quelques mois, suite à des événements, des pré-événements, nous avons décidé de réfléchir un petit peu, et puis aussi l'audit que nous avons fait en préparation donc, de ces audits croisés pour évaluer la liste. Nous avons décidé de cibler des médicaments qui sont spécifiques au bloc et à la SSPI et également à la surveillance continue. Alors, nous n'avons pas fait de distinction, contrairement à l'intervention précédente, entre la liste bloc et la liste SSPI. Encore une fois, compte tenu du fait que nous sommes un établissement beaucoup plus petit avec une unicité de zones. Alors, les sources que nous avons retenues, c'est évidemment les Never Events, les sociétés savantes, beaucoup sur les FSEI, donc les retours d'expérience, puisque nous avons eu un certain nombre de pré-événements dans les dernières années, les RCP avec les règles d'utilisation, les schémas posologiques, etc., l'utilisation en urgence, et puis évidemment, comme il a été dit tout à l'heure, la toxicité et les surdosages possibles des médicaments. Alors, voilà la liste que nous avons travaillée avec les anesthésistes depuis quelques mois. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, nous nous sommes reposés évidemment sur ce qui était dans la littérature, lorsqu'il y avait des alertes à NSM ou bien si on parle des Never Events, mais aussi beaucoup sur un certain nombre de pré-événements que nous avons eus. Je vais prendre par exemple, nous avons eu des effets indésirables sur l'utilisation de l'héparine, donc évidemment, nous l'avons inclus dans cette liste. Nous avons eu des effets indésirables également. Nous avons eu un pré-événement assez grave qui n'a pas eu de conséquences, mais pour lequel nous avons fait une déclaration auprès de l'ARS, avec une confusion qu'il y a eu entre l'atropine et l'adrénaline au niveau du rangement. Nous avons eu également un certain nombre d'événements liés à des dosages multiples, donc que nous avons supprimés, notamment sur le sulfentanyl et sur la kétamine. Donc, en fait, nous avons beaucoup axé notre réflexion sur les risques liés au stockage, les risques liés à l'identification des seringues et également les risques liés au fait qu'il puisse exister plusieurs concentrations. On a eu également des pré-événements sur la morphine. Donc, pour tous ces médicaments-là, nous avons décidé d'avoir un seul dosage, une seule concentration. Si je prends le sulfenta, la morphine, la kétamine, entre autres, pour éviter justement d'avoir ces risques de confusion. Alors, au niveau de la communication, elle est beaucoup plus simple. Ce que nous utilisons dans l'établissement, nous avons des staffs en SSPI. Nous avons beaucoup travaillé sur les stockages, notamment des chariots d'anesthésie, les documents qualité, l'affichage, et puis nous avons une lettre que notre qualiticienne, tous les mois, une lettre qualité mensuelle qui permet de donner des informations à l'ensemble du personnel. Voilà, j'ai fait un
un résumé très rapide, mais un petit peu complémentaire de ce qui a été dit tout à l'heure. Merci Frédéric, effectivement, c'est très complémentaire de l'illustration de Fabienne. Je ne sais pas si on est un petit peu en retard, on est un petit peu en retard, on a dépassé carrément d'un quart d'heure, donc le temps est contraint. J'imagine que vous avez des questions. Pour être assez opérationnel, ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est de nous les adresser à l'Omedit Normandie ou à l'Omedit Bretagne, et on essaiera de revenir vers vous en posant les questions aux professionnels, et on vous fera une synthèse qu'on enverra par mail, des questions-réponses que l'on aura pu établir, ce qui permet de tenir le temps tout en restant satisfait de toutes ces présentations. On vous donne rendez-vous bien sûr, pour l'audit croisé. On s'appuiera sur nos collègues en termes de retour d'expérience. On a essayé d'écouter les membres du groupe de travail. On remercie les intervenants pour les prises de parole et puis pour le travail conséquent que c'était. On sait que c'était du travail en plus aussi pour vous que de partager votre expérience. Merci à tous au niveau des participants pour la richesse, enfin pas pour la richesse des questions, mais en tout cas pour votre présence, parce qu'on n'imaginait pas qu'il y a autant de participants à ce webinaire. Juste un petit mot pour soutenir la démarche des collègues de l'Omedit Centre et de l'Omedit Normandie, vous dire qu'il y a prochainement des présentations de e-learning qui sont faites par ces deux régions. Donc, on vous invite à utiliser leur outil ou à être présent à leur webinaire. Et puis, à très bientôt aux établissements bretons et normands donc, pour cette démarche d'audit croisé que l'on va essayer d'initier. Céline, je te laisse le mot de la fin. Il y a une question, il y avait une main qui se lève. Merci Gilles. En fait, vous avez la présentation qui va être mise à disposition ce soir ou demain matin sur nos deux sites. Vous allez avoir le lien d'inscription pour les Normands et les Bretons à la vague d'audit croisée sur le bloc. Et puis, on vous formera et on répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos Omedit. Ce n'est pas parce que là, c'était Normand Breton. Tous les Omedit en fait, font des accompagnements et développent des outils. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre Omedit. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous. On essaiera de répondre aux questions avec l'appui de nos experts. Bonne journée. Au revoir.